Bonjour. Quelques petits mots sur Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, et sa passion pour les sciences. Élisabeth est la dernière des enfants de Louis Ferdinand, fils de Louis XV. Ses parents décèdent tous deux et la laissent orpheline à 3 ans. Elle a 10 ans de moins que son frère aîné, le futur Louis XVI. Sa sœur Clotilde, de 5 ans son aînée, va constituer le principal lien affectif de son enfance. Élisabeth se révèle une enfant vive, avide de connaissances, décrite par la comtesse d'Armaillé comme une petite sauvageonne avec je ne sais quoi d'entier et de rebelle. Face à ce tempérament affirmé, il lui faut des professeurs conscients de sa curiosité. Madame de la Ferté-Imbaud va lui enseigner la littérature, tandis que Guillaume Leblond, brillant mathématicien et collaborateur à l'encyclopédie, devient son professeur de géométrie, d'algèbre et de géographie. À 10 ans, Élisabeth se retrouve sans sa sœur, partie à Turin épouser le duc de Piémont. Les deux sœurs ne se reverront jamais. C'est désormais Madame de Macao qui va s'occuper d'Élisabeth et combler sa solitude. Elle sera accompagnée de sa fille Angélique, qui deviendra sa meilleure amie. Louis XVI, conscient de son isolement, invite Élisabeth, malgré ses 10 ans, à participer au souper qui réunit les 3 frères et leur épouse. Dans cette intimité familiale, malgré son jeune âge, elle brille par son esprit incisif. La jeune fille passe 7 heures par jour à étudier la religion, la géographie, le latin, les langues vivantes, la philosophie, les sciences et les mathématiques. Débordante d'énergie, elle cherche sans cesse à sortir de ses appartements et monter à cheval. Ce besoin de nature s'explique par une évolution des esprits en cette fin de siècle. C'est d'abord le docteur Quesnay, puis surtout le docteur Tronchin, qui ont été les premiers à proposer une vie au grand air. Tronchin, venu de Suisse, suggère de ne plus rester confiné chez soi, d'ouvrir les fenêtres pour la nuit, de dormir sans bonnet, de manger moins le soir et de faire de l'exercice. Ces principes hygiénistes vont désormais être suivis par la princesse. Les efforts de Louis XVI et sa diplomatie échouent. Aucun parti n'est jugé digne du rang de Madame Élisabeth. Elle ne se mariera pas. De même, et contrairement à une légende, Élisabeth n'a jamais voulu entrer en religion. Son caractère impulsif, sa curiosité, se marient peu avec la vie contemplative. Des fenêtres de son appartement à Versailles, elle a depuis son enfance rêvé, devant les jardins à la française de Monsieur Le Nôtre, devant l'orangerie de son aïeul Louis XIV et admiré le jardin botanique de Louis XV. C'est assurément grâce au docteur Lemonnier, qui fut son médecin, puis son ami, qu'elle va se passionner pour la botanique. La tradition raconte qu'en 1758, Louis XV est venu visiter le domaine du duc d'Ayen à Saint-Germain. Il a été frappé par ce jardin qui n'est plus un lieu d'agrément, mais un lieu de recherche scientifique, une perspective utilitaire. Le roi engage Lemonnier et crée à Trianon un espace horticole et botanique dans l'esprit du jardin de Saint-Germain. Le jardin botanique de Trianon n'est pas conçu pour le plaisir des yeux, mais pour permettre d'acclimater des variétés nouvelles capables de s'adapter au sol français. À la recherche d'autres aliments, le souverain fait cultiver par exemple du riz dans les canaux avant de les envoyer en Camargue. Le roi n'a de cesse que les botanistes découvrent dans des plants ou dans des graines venues du monde entier, l'arbre qui remplacerait le chêne trop lent à pousser.
Ainsi, dans les forêts royales de Fontainebleau, on expérimente le bouleau de Russie ou des pins d'Amérique. À la mort de son grand-père en 1774, le jardin botanique de Trianon est considéré par les savants comme le plus grand domaine d'Europe. Avec des collectes de graines et d'envois d'arbustes rares du monde entier, 4000 végétaux ont été répertoriés et occupent les terres et les serres chauffées. Mais le roi avait entretenu son jardin sur ses biens propres, et à sa mort, le lieu sombre dans l'oubli. La jeune Marie-Antoinette, la même année, reçoit en cadeau du roi Louis XVI le domaine de Trianon, mais pour son usage personnel. La reine, influencée par l'anglomanie, demande à l'architecte Gabriel de lui créer un jardin dit à l'anglaise. Malgré les protestations des savants, le jardin botanique de Louis XV est fermé et les serres détruites. En 1778, Élisabeth demande à poursuivre ses études et c'est Antoine Mauduit, directeur de la chaire de géométrie au Collège de France, qui va l'entraîner dans le calcul des tables logarithmiques destinées à faciliter la recherche astronomique. Elle y excelle au point de voir ses calculs intégrés dans un ouvrage, Table portative de logarithme de Jean-François Calais, qui sera publié en 1795. Et, lors de la publication, l'heure étant à la République, le nom de la princesse sera effacé. Les talents de mathématicienne de la princesse ne passeront pas à la postérité, d'autant que le seul manuscrit qu'on lui connaît, la table des nombres composés et de leurs composants, avec des notes pour distinguer les nombres premiers jusqu'à 100 000, reposait dans la bibliothèque des Tuileries, brûlée en 1871. 1784. Le roi offre le domaine de Montreuil, à quelques lieues du château, à sa sœur. C'est une demeure à taille humaine, ornée d'un jardin à l'anglaise, créé dans le style du Petit Trianon, avec une haie de tilleuls pour la protéger des curieux. Le pavillon où vit le meunier jouxte la demeure de Madame Élisabeth. Les témoignages mentionnent son orangerie, son potager, son jardin médicinal, tandis que son médecin, voisin et ami, se rend célèbre pour ses serres chauffées et sa pépinière. Bien que son budget soit limité et consacré aux plus démunis, Élisabeth a dû suivre l'exemple de son vénéré professeur de sciences naturelles et planter des cognassiers du Japon, des micocouliers de Virginie, des noisetiers de Byzance ou des kétmis coccinés à fleurs doubles, déjà présents dans le jardin de son aïeul Louis XV. Pour que ces plantes exotiques résistent à l'hiver, ces jardiniers reprennent la méthode de Claude Richard et déposent de l'écorce de bois pilé au pied du végétal. En cette fin du XVIIIe siècle, la rose est devenue l'ornement qui fait le succès d'un jardin. Montreuil ne faillit pas à cette mode. Il faut que les plants, originaires de Damas, survivent au gel et prospèrent en arbustes. Pour cela, le bouturage et une taille plus sévère sont expérimentés. À chaque printemps, le meunier cherche à obtenir des variétés parfumées dites centifolia, aux teintes roses et mauves, et évite les petites fleurs issues du modeste églantier. Sa maison proche de Versailles va lui permettre de mettre en pratique ce qui lui tient à cœur, se consacrer aux plus démunis et étudier. La bibliothèque, composée par l'académicien Chamfort, est volumineuse. 81 volumes de la Bibliothèque universelle des dames ont été retrouvés. Il suffisait de souscrire pour recevoir 2 volumes reliés et dorés par mois. Les ouvrages conservés présentent la mention « Bibliothèque de Madame Élisabeth » avec ses armes gravées et la mention « Montreuil » sur la reliure. L'avant-propos indiquait que la collection était destinée aux dames.
Le château de Versailles conserve un coffret en cuir relié contenant 40 cartes détaillées de la France et dédiées à Madame Élisabeth en 1784. Des ouvrages reliés à ses armes, tels que les lettres de Pline le Jeune ou l'Odyssée d'Homère, nous permettent d'apprécier l'érudition de la princesse. Son amie Angélique écrit à son mari « La vie à Montreuil était uniforme, pareille à celle que la famille la plus unie passe dans un château à 100 lieues de Paris, heures de travail, de promenade, de lecture, vie isolée ou en commun, tout y était réglé avec méthode. » La même correspondance fait mention d'une presse à imprimer, de planches de cuivre et de tampons, permettant à Madame Élisabeth et ses dames de relier elles-mêmes certains ouvrages. Dans le journal du mari d'Angélique, le marquis de Bombelles, celui-ci note en 1788 « Depuis quelques mois, et au fur et à mesure des événements, Madame Élisabeth comptait une occupation de plus. Elle lisait, avidement, brochures et gazettes, cherchant parmi ce fatras à se forger une opinion. Le temps des études et des sciences naturelles est révolu. » Dès l'été 1789, son frère le comte d'Artois s'exile. Bien que majeure, Élisabeth refuse de le suivre et de quitter son pays et le roi. Cette détermination l'entraînera à suivre la famille royale aux Tuileries, à Varennes, au Temple et à l'échafaud.